Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le transport maritime avec le lancement de la première traversée sur la ligne maritime commerciale Alger-Nouakchott lancée hier. Et puis on ira à Djidel où les travaux d'extension du port de Djenjen permettront, une fois achevés, d'augmenter la capacité de stockage du port. On parlera d'exportation de poissons vers différentes régions de la Méditerranée à partir d'El Khala où nous vous invitons à découvrir un mareyeur qui s'est lancé depuis l'an 2000 dans l'exportation de ce produit. À l'étranger, le Front social marocain a annoncé l'organisation de manifestations dimanche prochain dans toutes les régions du royaume pour protester contre la cherté de la vie et la politique d'étouffement des libertés adoptée par le régime du Mersenne. Et puis on vous propose un reportage à la fin du journal sur les cafés à thème qui émergent de plus en plus chez nous, comme les cafés littéraires. Bienvenue à tous. Tout d'abord, l'Assemblée populaire nationale tient aujourd'hui une séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi modifiant et complétant la loi 90-14 portant modalités d'exercice du droit syndical. Activité portuaire, les travaux d'extension du port de Djenjen connaissent un taux d'avancement appréciable, une extension qui permettra d'augmenter la capacité de stockage du port. Melika Blel. Considéré comme l'un des plus importants ouvrages portuaires en Méditerranée, le port de Djenjen dans la wilaya de Djidel a augmenté ces derniers mois sa capacité de traitement de marchandises de près de 150%. Une évolution attribuée à l'entrée en activité de plusieurs projets s'inscrivant dans le cadre des travaux d'extension dont il fait toujours l'objet. Cette extension s'étend sur 3200 mètres linéaires et 18 mètres de profondeur, avec une superficie supplémentaire de 350 hectares, sans compter les espaces de stockage. Grâce à son positionnement géographique, Djenjen est un port stratégique pour les échanges commerciaux dans toute la région, d'autant qu'il est multimodal. Le port de Djenjen est le seul port multimodal. Il regroupe différents modes de transport. Il y a bien sûr le transport maritime à l'intérieur du port, le transport aérien avec l'aéroport de Djidel qui n'est qu'à 1 km du port et une gare ferroviaire. Il y a également la pénétrante autoroutière Djenjen El Helma qui est en cours de réalisation. 7 millions de tonnes de marchandises ont été traitées en 2021. dont 50% sont des produits secs destinés à l'exportation. Avec ces travaux d'extension, l'entreprise portuaire de Djenjen ambitionne d'atteindre d'ici 2024 un volume de marchandises traitées de près de 12 millions de tonnes. Je vous le disais en titre, la première traversée sur la nouvelle ligne maritime commerciale Alger-Nouakchott a été lancée hier, une ligne qui a été inaugurée jeudi dernier. Walid Yousfi. Dernier chargement avant le grand départ vers la Mauritanie. Ce paquebot s'apprête à prendre la mer sur la toute première ligne commerciale Alger-Nouakchott. Il s'agit d'un navire qui peut transporter près de 7000 tonnes de marchandises, l'équivalent de 400 conteneurs. Nous pouvons transporter plus de marchandises à moindre coût. Nous avons chargé l'équivalent de 150 conteneurs. C'est quelque chose, pour un premier voyage, je dirais que c'est plutôt un chargement satisfaisant. Un chargement composé entre autres de matériaux de construction, de produits alimentaires et pharmaceutiques. Un premier pas pour les opérateurs économiques algériens vers de nouveaux marchés. À travers cette ligne maritime qui relie le port d'Alger et de Nouakchott, nous nous sommes fixés le défi d'investir de nouveaux marchés. Le marché mauritanien nous ouvre les portes vers l'Afrique afin que nous puissions commercialiser des produits algériens et concurrencer certains pays voisins. La particularité de ce navire est qu'il est à la fois porte-conteneurs et vraquier, dans la mesure où il transporte des conteneurs et des marchandises en vrac.
Nous sommes au service des opérateurs économiques algériens. C'est notre mission. Le navire passera 6 jours sur l'océan Atlantique pour arriver au port de Nouakchott. Il faudra compter le même nombre de jours pour le trajet du retour. Nous avons tout préparé pour faire un bon voyage. Je souhaite que ça apporte un plus à l'économie algérienne, à l'économie mauritanienne, bien sûr. Un pas de plus vers la réalisation de l'objectif établi par l'Algérie, à savoir atteindre en 2022 les 7 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Mourad Benrida, marieur dans la wilaya d'Al-Qala, il s'est spécialisé depuis l'an 2000 dans le métier d'exportation de poissons vers différentes régions de la Méditerranée. Son entreprise détient aujourd'hui un actif de 6000 opérations d'exportation. Reportage Saïda Maïf. C'est un bel étal orné de magnifiques pièces de poissons, pur produit de la côte algérienne, que nous avons retrouvé dans ce petit local d'Al-Qala. Derrière cet exploit, Mourad Benguida, ayant troqué à l'orée de l'an 2000 son métier de dentiste contre celui de marailleur. D'ailleurs, exporter du poisson représente, pour Mourad qui a mordu à l'hameçon, une passion plus qu'un métier. Je vous présente un peu le produit qu'on fait. Alors ça, c'est de la langouste, ça c'est du pajot, ça c'est du chapon, de la rascasse rouge, très prisé par le sud de la France. Le chapon, qu'est-ce qu'il y a aussi? Ça c'est du mérou jaune, je vais vous en montrer un gros mérou jaune. Ça c'est très apprécié les mariages de la côte adriatique. Le marché essentiel c'est la Costa d'Azura, c'est la Côte d'Azur. Le festival de Cannes, tout ce qui est hôtel 5 étoiles, parce que le produit que nous exportons c'est un produit élaboré, des labels certains, donc recherché par une clientèle de choix. La côte adriatique italienne, le sud-est de l'Italie, Bari, Brindisi, de grandes sociétés. Occasionnellement vers l'Espagne, Palma de Mallorca aussi, c'est une station balnéaire. Une acclimatation des différentes espèces de poissons dans des viviers est plus que nécessaire pour leur survie. Ça, c'est un monstre spécifique à l'Algérie, ça. Ben ça, c'est une cigale de mer, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est un bassin, on appelle ça un vivier. On essaye de mettre les conditions de vie du produit en matière de température, de salinité de l'eau, du pH de l'eau. Il y a des filtrations mécaniques, il y a des filtrations bactériologiques, il y a des systèmes de froid derrière notre local. L'intérêt, c'est d'envoyer un produit vivant et qu'il arrive vivant. 24 heures après, 30 heures, 36 heures après, il faut qu'il arrive vivant le produit. Dans le cadre de l'encouragement des exportateurs, des exportations des produits hors l'hydrocarbure, c'est notre souci, c'est les objectifs de notre département ministériel ou de notre gouvernement. C'est bien depuis 1999, cet établissement il a fait des chiffres très importants. Il a fait l'exportation des crustacés et des poissons, surtout de la côte de la ville de la wilaya de Tarf ou bien de la ville d'Al-Qala. C'est une côte très vierge, là où il y a des crustacés qui vivent dans un milieu propre, non pollué. Une entreprise familiale située à Tarf avec un actif de 6000 opérations d'exportation d'un tonnage variant selon la disponibilité de la marchandise pêchée notamment par ses propres embarcations. Et la belle histoire continue, une plus-value certaine pour l'économie nationale en matière d'exportation hors hydrocarbures. Et puis, sachez que vous pouvez vous acquitter de la vignette automobile pour l'année 2022 à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 31 mars. Les tarifs pour cette année restent inchangés pour les véhicules utilitaires. Le tarif des vignettes est fixé selon le poids total en charge. Pour les détenteurs de cartes provisoires, cartes jeunes, ils doivent s'acquitter de la vignette dans un délai de 30 jours à compter de la date de mise en circulation du véhicule. Sur le territoire national, les véhicules équipés et destinés aux
handicapés ainsi que les véhicules équipés d'un carburant GPL-C ou gaz naturel, carburant GNC, sont exemptés de la vignette. Les non concernés par la vignette automobile sont les tracteurs et autres engins agricoles, les véhicules à moins de 4 roues, les engins de travaux publics ainsi que les remorques. Le ministère des Affaires étrangères appelle nos ressortissants résidant en Ukraine à faire preuve de prudence. Il a mis en place une cellule de crise afin d'interagir avec nos compatriotes se trouvant dans différentes agglomérations et régions du pays. C'est ce qu'a affirmé Taous Djelouli, l'envoyé spécial chargé de la communauté nationale à l'étranger, qui affirme que l'ambassade d'Algérie à Kiev et les représentations diplomatiques sont mobilisées pour faciliter le déplacement et le rapatriement de nos compatriotes. Amel Bouarba, Naïma Haouch. Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger affirme prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des ressortissants algériens. Une cellule de crise a été également installée pour prendre en charge les familles de nos compatriotes. La diplomatie algérienne déplore le décès survenu le 26 avril à Kharkov d'un ressortissant algérien, Talbi Mohamed Abdelmounim, âgé de 24 ans. Allah yarhamou. Nous avons été en contact avec le père du défunt, qui nous a confirmé cette triste nouvelle. Et notre ambassade s'est rapprochée des services hospitaliers. Il y a une cellule de crise qui a été placée au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous accueillons les familles qu'ils souhaitent, nous les prenons au téléphone. Je sais que certains de nos concitoyens, de nos ressortissants, disent qu'ils n'arrivent pas à joindre ce numéro. Il faut expliquer que devant l'affluence des appels, il peut arriver de temps en temps que ce numéro ne soit pas disponible. Les ressortissants algériens sont appelés à rester en contact permanent avec l'ambassade d'Algérie à Kiev et les représentations diplomatiques algériennes à Varsovie et Bucarest. Nos représentations diplomatiques en Pologne et en Roumanie ont entrepris les démarches nécessaires pour faciliter l'entrée de nos ressortissants depuis l'Ukraine. En définitive, les autorités hongroises aussi, en plus de la Pologne et de la Roumanie, même la Moldavie, où malheureusement nous n'avons pas d'ambassade, ont toutes confirmé que les résidents étrangers en Ukraine peuvent se rendre dans les 4 pays sans visa, mais avec un passeport en cours de validité. J'insiste sur cette question parce que beaucoup de nos ressortissants se sont présentés au poste frontalier sans passeport en cours de validité, et là il y a des difficultés. Je demande aux gens, à nos ressortissants qui sont encore à Kiev, en Ukraine, s'ils n'ont pas de passeport en cours de validité, de se rendre auprès de notre ambassade pour se faire délivrer des passeports d'urgence. Tout en invitant nos compatriotes à faire preuve de vigilance et de prudence, le ministère des Affaires étrangères affirme avoir mobilisé ses représentations diplomatiques pour faciliter le déplacement et le rapatriement de nos ressortissants. Et les délégations russes et ukrainiennes ont quitté hier la table des négociations au Bélarus et rentrent pour consultation dans leurs capitales respectives après s'être mis d'accord pour tenir un deuxième round de pourparlers. Les parties ont établi une série de priorités et thèmes qui demandent certaines décisions. Le point de la situation avec Nesrin Ben Saidi. Au 6e jour de l'opération militaire russe en Ukraine, la place centrale de Kharkiv, deuxième ville du pays, a été bombardée. Des combats ont également eu lieu hier soir à Ortirka, dans l'est du pays. Le président Volodymyr Zelensky a appelé ce matin la communauté internationale à envisager une fermeture totale à la Russie de tous les ports et aéroports du monde et à détruire économiquement la Russie. Les Occidentaux semblent prêts à adopter cet objectif. Hier soir, ils ont annoncé après un nouvel échange entre le président américain Joe Biden et ses alliés français, britanniques, canadiens, allemands, italiens, japonais, polonais et roumains qu'ils entendaient durcir plus encore les sanctions d'une ampleur déjà historique adoptées contre la Russie depuis le début de la crise.
Des sanctions auxquelles se sont ralliés des centres bancaires très prisés des grandes fortunes russes comme la Suisse, pourtant attachée à sa neutralité, ou encore Monaco. Les sanctions pleuvent également dans le monde du sport, à commencer par l'exclusion de la Russie du Mondial 2022 de football, qui s'ajoute à la recommandation du CEO de bannir les sports russes des compétitions. Malgré cette pression occidentale de plus en plus forte, Vladimir Poutine maintient ses exigences. Lors d'un échange lundi avec Emmanuel Macron, il a posé comme condition la reconnaissance de la Crimée en tant que territoire russe et la démilitarisation de l'Ukraine au moment où se tenaient les premiers pourparlers russo-ukrainiens. Les délégations russes et ukrainiennes se sont séparées quelques heures après pour des consultations dans leurs capitales respectives sans faire de déclaration, sinon qu'elles pourraient se retrouver bientôt dans une nouvelle rencontre qui aurait lieu à la frontière polono-bélarusse. Au Maroc, le Front social marocain a annoncé l'organisation de manifestations dimanche prochain dans toutes les régions du royaume pour protester contre la hausse des prix des produits alimentaires et la politique d'étouffement des libertés adoptée par le régime du Marzen. Yemina Saïdji. Suite au mépris absolu du Marzen pour les revendications urgentes des Marocains, le Front social marocain a annoncé l'organisation d'un mouvement de protestation au niveau local. La préparation collective de la forme, du timing et du lieu des manifestations est en cours pour s'assurer d'une participation de masse pour protester contre la hausse des prix des produits alimentaires et la politique d'étouffement des libertés adoptée par le régime du Marzen. Pour les Marocains, ces mouvements de protestation ont pour objectif de dénoncer la tyrannie croissante, la cherté scandaleuse de la vie, ainsi que les restrictions et répressions des droits et libertés publiques et syndicales. Des protestations contre le régime du Marzen, pointées du doigt pour son incapacité à répondre aux préoccupations des citoyens marocains. Cela fait 3 mois que nous sommes en grève. Les autorités passent tous les jours par là, que ce soit l'Ouali ou son adjoint, mais personne n'essaie de changer les choses. Ils ont pris tous nos biens. Je ne peux même pas aller à l'école. Le régime du Marzen a même pris mes affaires scolaires. Parallèlement à ces manifestations, le Front social est en ébullition au Maroc. Plusieurs grèves sont annoncées dans divers secteurs d'activité, comme le secteur de l'éducation ou encore celui de la santé. Le secteur de l'éducation est en grève jusqu'au 6 mars prochain. Les enseignants contractuels protestent contre la non-satisfaction de leurs revendications socio-professionnelles. D'autre part, le syndicat des infirmiers a annoncé dans un communiqué relayé sur les médias locaux son intention d'organiser une grève nationale dans tous les établissements de santé les 2, 3 et 4 mars, accompagné d'un sit-in national devant le siège du ministère de la Santé. Retour en Algérie avec le championnat national de judo qui s'est déroulé cette semaine à Oran. La compétition était également un test event pour les Jeux méditerranéens. Elle s'est étalée sur 3 jours et a vu les judokas du Mouloudia d'Alger se distinguer. C'est Ahmed Bouraïb. 520 athlètes, dont 196 dames, représentant pas moins de 142 clubs issus de différentes régions du pays, ont pris part à ce championnat national qui a duré 3 jours. La première journée de l'événement qui se tient pour la première fois hors d'Alger et qui reprend après 3 ans d'arrêt dû à la Covid a vu les athlètes du Mouloudia d'Alger dominer les débats en empochant 3 médailles d'or sur les 5 mis en jeu. Les 2 médailles restantes sont revenues au club El Bahia d'Oran et à l'équipe de Bab Ahsen. Lors de la deuxième journée, 4 médailles ont été décernées. Chez les dames, Amina Belkadi de Bab Ahsen remporte l'or dans la catégorie des moins 63 kg, alors que chez les moins de 70 kg, c'est Souad Belkhal du MCA qui s'est distingué.
Chez les hommes, Riles Ben Azouk Del Harrach chez les moins de 81 kg et Radouane Messoud Del Bahia chez les 73 kg sont les lauréats. Dieu merci, j'ai pu récupérer mon titre. La compétition a été rude car mes adversaires font partie de l'équipe nationale. Mon prochain objectif, c'est les championnats d'Afrique et les Jeux méditerranéens. Je demande aux Algériens de nous soutenir car le judo peut apporter beaucoup au sport algérien. le maximum de médailles. Voilà, bon courage لأصحابنا كامل. La plupart des athlètes n'ont même pas 25 ans et ont montré de belles choses. C'est de bon augure pour les Jeux méditerranéens et même les Jeux olympiques de 2024. La troisième journée a également vu une domination des athlètes du MCA, avec les sacres de Mohamed Sofiane Ben Raqqa chez les plus de 100 kg, Oussama Kabri chez les moins de 90 kg et Marwa Amri chez les plus de 78 kg. A rappeler que ce championnat national était aussi un test event pour les Jeux méditerranéens en 2022. Football, la 19e journée du championnat national de Ligue 1 se joue cet après-midi. 6 matchs au programme. Le nouveau dauphin, l'USM Alger, fera face au RC, l'Al-Para, le Mouloudia d'Alger, ONC Magra et le Paradou Athletic Club au Mouloudia d'Oran. Ce match est à suivre en direct sur Canal Algérie à partir de 14h30. Il est conseillé de consommer le café avec modération, mais ce n'est pas le propos du reportage de Friel Hamdi, mais plutôt c'est le lieu de sa consommation qui a attiré notre attention. Les cafés à thème, un principe qui émerge de plus en plus ces derniers temps, comme les cafés littéraires. Regardez ce reportage signé Friel Hamdi. Ces cafétérias offrent de beaux espaces bien équipés, embellissant la voie publique et offrant davantage de la joie et de la convivialité aux clients. En fait, le décor, on ne trouve pas ça partout, surtout en Algérie. Pour nous, ça donne un peu une touche de chic, comme on peut dire. Et aussi, comme a dit ma copine, que c'est un peu, ça va un peu le style baroque. C'est un style très baroque, donc il est très joli ce café, franchement. Et il a une bonne ambiance, on trouve. On ne trouve pas le style partout. Situé au 103 des Douches Mourad, Ar-Roumi est un espace qui offre aux amoureux des livres d'art et de culture une formule atypique. Des rencontres, des expositions, tout en profitant d'un espace convivial. Ar-Roumi, c'est Nisba Jalaluddin Ar-Roumi. C'est un peu mon dada spirituel. Donc j'étais un peu en quête, enfin comme tout le monde. Et puis les écrits de Jalaluddin Ar-Roumi et tout ça, je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé dans Jalaluddin Ar-Roumi, l'Ash'ar Ta'ou, ses écrits et tout ça, et je le considère comme un repère spirituel. Ma mère, elle était un peu fan de May Ziyada, qui avait un salon littéraire, c'est-à-dire le palais à ses parents. Elle a fait de la demeure de ses parents un multaqa adabi. كانوا يتلموا فيه بزاف الأدباء الشعراء les musiciens. On apprécie beaucoup de s'installer en terrasse tout en profitant d'une bonne tasse de thé ou de café. De la balade acoustique, en passant par la variété française, Rachid, un musicien à la retraite, vous propose un voyage qui chatouille les oreilles des seniors comme les plus jeunes. Je chante beaucoup de nostalgie. Ce que je fais, les familles, ils aiment ce que je fais. Parce qu'un chanteur de charme,
quand ils chantent, apporter de la joie, le sourire. On vient de la fin de l'été, il restera sur cette plage un chant d'amour à la cerise dans nos âges. Et on termine cette édition avec ces belles images des premiers flocons de neige dans la wilaya de Constantine en ce 1er mars. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. لوحة فنية طبيعية مزينة بالأبيض رسمتها الثلوج وأدخلت الفرحة على المواطنين.